Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un live sur la neurodiversité. On va aller aborder ce sujet par différents biais en suivant un petit peu cette histoire que nous raconte Mathieu dans son livre. Il va arriver. Je commence par vous dire simplement de ne pas hésiter à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est OK pour ce live. Si vous regardez le replay, n'hésitez pas à nous noter des petits commentaires pour nous dire que vous êtes passé ou à nous poser vos questions. C'est toujours agréable autour et de savoir que vous nous avez regardé, même si ce n'est pas un live. Vous pouvez nous poser vos questions au fur et à mesure, on sera heureux d'y répondre ou vraiment commenter, nous dire ce qui se passe aussi chez vous et si ça fait écho en vous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, je ne sais pas si tu m'entends bien, si tu me vois Ouais, bien, si tout est OK de ton côté. on entendait bien, c'était bien. D'accord, super. C'est l'essentiel qu'on fasse un petit point technique pour démarrer. Alors, ce que je voulais te demander pour t'accueillir tranquillement, c'est de nous dire un petit peu qui tu es. Comme ça, il n'y a pas de bonne définition. De toute façon, on a tous notre propre façon de se présenter. Voilà, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Je suis Mathieu Beaulieu, donc je suis situé dans la Vienne, à Châtellerault, et j'ai découvert à 32 ans que j'avais une particularité qui s'appelle le syndrome d'Asperger, qui est un trouble du spectre de l'autisme. Et donc, c'est ce qui fait que qu'on se retrouve aujourd'hui. Du coup, c'est parce que à la suite de ce diagnostic, j'ai souhaité partager mon histoire parce que j'ai compris beaucoup de choses et je me suis dit, mais mon vécu, je voudrais vraiment que qu'il puisse être partagé pour que ça puisse rendre service à d'autres personnes et que on a le droit de se sentir différent et que c'est pas pour ça qu'on est moins bien ou qu'on est nul, et c'est peut-être même justement qu'on a nos particularités, notre singularité, et ça fait de nous une personne vraiment complètement atypique en fait. Et voilà, donc c'est sûr, les autres ne comprennent pas toujours, mais c'est comme ça. Donc ça, moi, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, et donc voilà, à peu près qui je suis. Ouais, c'est vraiment en fait, c'est vrai que si dans nos vies, on n'avait pas abordé le thème de la neurodiversité, on se serait jamais retrouvé au téléphone à en discuter après voir ce live. C'est vraiment le truc en fait moi que j'ai découvert très tardivement et c'est pour ça que ton histoire fait écho aussi en moi parce que moi je suis au potentiel et je l'ai découvert à 38 ans et en fait il y a ce truc de ah ok. D'accord, j'ai quelques clés qui m'apparaissent là maintenant, mais j'en fais quoi? Ce que je voulais te demander, c'est de nous dire un petit peu comment t'en es venu à écrire ton livre. Je l'ai présenté en story, mais je l'ai là, du coup. Comment t'en es venu à l'écriture de ce livre? Qu'est-ce qu'il y a eu comme déclencheur finalement en toi? Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui lit pas du tout, donc j'ai vraiment beaucoup de mal à lire des livres. J'y arrive pas, tout simplement parce que je suis obligé de relire plusieurs fois les phrases, plusieurs fois les pages, et j'enregistre pas ce que je lis, et c'est très frustrant. Du coup, j'abandonne parce que c'est trop compliqué pour moi d'assimiler. Oui, Donc, et qu'est-ce je te coupe, mais en fait, ça me fait rire parce que c'est notre plus grosse différence, je crois. C'est que moi, ton livre, je l'ai en 2 soirées, je l'ai lu, j'adore lire et je passe des heures et des heures à lire. Et toi, tu me disais, ah ouais, mais en fait, moi, je serais Hmm, incapable de faire ce truc et c'est pour ça que ça me fait rire parce que finalement, là, on se rejoint pas du tout sur ce point-là, c'est clair. c'est clair. Mais c'est le paradoxe justement, parce que autant j'ai beaucoup de mal à lire des livres, autant si je vais m'intéresser à une nouvelle activité, un nouveau centre d'intérêt, là, je vais être capable de lire énormément d'articles, énormément de choses, et là, je vais tout emmagasiner et je vais tout. Mais c'est parce que j'ai vraiment le feu. Là, j'ai le feu et j'ai l'envie d'apprendre. Et c'est pour ça que je retiens beaucoup plus. Mais des livres, j'y arrive pas, quoi. Donc même quand je lis quelque chose avec qu'on lit un truc avec ma femme en simultané, souvent elle me dit, bah, qu'est-ce que tu fais? Alors qu'en fait, moi, je lis très, très lentement, finalement. Je me rends compte que je lis vraiment très, très lentement, et je visualise chaque mot individuellement. J'arrive pas à voir la phrase dans son ensemble, donc c'est assez complexe. Donc, pourquoi écrire un livre? J'avais ce besoin de partager, et pour moi, le support
le support qui s'y prêtait le mieux, c'était le livre. Donc après, une fois que j'ai eu publié le livre, je fais des petites vidéos maintenant pour essayer d'expliquer un peu les difficultés, etc. Mais le livre, pour moi, c'était vraiment le support le plus commun, d'autant plus que ma femme lit énormément, elle lit beaucoup de témoignages sur différents sujets, donc c'est peut-être ça aussi qui m'a donné l'envie de le faire. Ouais, il y a ce truc d'accessibilité, en fait, moi, je trouve, dans le livre. C'est que finalement, autant les vidéos, les audios, etc., qu'on peut partager sur Internet, mais certaines personnes qui vont pas être à l'aise avec ces médias-là vont pas avoir accès. Le livre, après, ça reste quelque chose, voilà, on prend son temps, on peut, comme toi, prendre vraiment le temps de lire, et il y a pas de souci avec ça, mais en plus, l'avantage de ton livre, je trouve, c'est qu'on peut à la limite passer d'un chapitre à l'autre et ne lire que peut-être certaines parties qui vont faire écho à un moment donné dans notre vie. Mhm. Parce que je ne sais pas si tu veux expliquer comment tu l'as construit un petit peu, mais finalement, moi, c'est ce que j'ai trouvé très, très intéressant. C'est la construction et le parcours, comment tu le décris. Je l'ai construit en fait en reprenant ma vie entière de ma naissance. Donc là, parce qu'il y a des petites anecdotes de famille après, voilà. Donc j'ai essayé de les raconter pour que ça fasse rire, parce que enfin moi, tel qu'on me l'a raconté, c'était vraiment très drôle le jour de l'accouchement de ma mère. Donc de la naissance, et puis je reprends toute mon enfance jusqu'à ma vie d'aujourd'hui. Donc c'est fragmenté en chapitres, je raconte souvent, je raconte les choses dans un premier temps telles que je les ai vécues à l'époque, et maintenant je porte et dans la foulée, je porte aussi une analyse sur avec ma vision d'adulte et de personne qui sait qu'elle est différente, de pourquoi j'ai pu réagir comme ça, etc. Donc c'était vraiment, c'est vraiment, il m'a fait du bien à moi déjà en premier lieu ce livre, parce qu'il m'a permis de faire un gros travail sur moi-même. Ouais, mais c'est ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, tu apportes des anecdotes de ta vie et on comprend en fait le pourquoi ça s'est passé comme ça à ce moment-là avec ton regard de maintenant. Donc en fait, tu donnes des clés. C'est comme si tu te livrais les clés au toi enfant ou au toi ado finalement, après avoir eu le mode d'emploi. C'est ça. C'est exactement ça. Euh, Ce que j'avais envie de te demander, c'est vraiment quelle définition tu donnes, toi, de la neurodiversité? Si tu devais expliquer à une personne lambda, peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent et qui n'ont pas du tout euh, d'idée de ce que ça peut être et ce que ça peut rassembler. Qu'est-ce que tu expliquerais? Bah, moi, j'explique que c'est caractérisé par des différences tout simplement, et qu'il faut pas, enfin, parce qu'après quand on commence à mettre des mots, ça fait peur aux gens. Donc moi dans mon cas pour le syndrome d'Asperger, je parle pas en premier lieu, je parle de différence. Si Mm. la personne s'intéresse, je développe un peu plus et je parle de troubles autistiques effectivement. Mais il y a je me suis rendu compte en fait après mon diagnostic, il y a des mots qui font peur aux gens, Mm. et il y a la partie notamment dans mon livre où je parle de la vie professionnelle, qui montre clairement que quand on parle de syndrome, enfin de troubles autistiques, etc., en entreprise et dans la société en général, on a parfois des réactions inattendues, euh, même si c'est, même si l'intention est bienveillante, il y a des maladresses qui peuvent être commises, etc., puisque les gens vont se retrouver confrontés à quelque chose qui les met peut-être un peu mal à l'aise. Et du coup, ils savent pas forcément comment faire, quoi. Donc moi, je parle de différence invisible vraiment pour moi, parce que c'est parce qu'on est tous différents, et euh, peu importe la caractéristique, on va dire l'étiquette, même si j'aime pas du tout le terme, qu'une personne soit dyslexique, qu'elle soit dyspraxique, qu'elle soit Gilles de la Tourette ou je ne sais quoi, ça reste un individu, ça reste une personne à part entière, avec des points forts et des points faibles, comme tout le monde, comme tout à chacun. Et je pense que personne n'est plus fort que les autres. Enfin, on dit souvent, on peut entendre dire, ah ouais, t'es un génie, ou voilà, parce que ceci. Mais non, en fait, je suis pas Mm. plus un génie que la personne qui me dit que je suis un génie, parce que c'est juste que moi, j'ai des aptitudes pour certains domaines, et la personne qui dit ça, elle dit, waouh, c'est juste incroyable ce que tu es capable de faire. Mais moi, je pourrais très bien lui retourner le compliment sur d'autres choses qu'elle, elle fait, où elle se rend même pas compte, en fait, que pour moi, c'est des choses insurmontables presque, et ces personnes-là arrivent à les faire sans aucun problème. Donc, tout ça pour dire que on est tous, enfin voilà, et, il faut vraiment
apprendre à s'écouter et à apprendre les uns des autres, quoi. Ouais. Et il y a ce truc intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, on a des aptitudes différentes et chaque individu a ses propres compétences et ses propres aptitudes. Et je trouve Mm. que, tu sais, il y a ce truc très imagé de si tu demandes à un poisson de grimper à un arbre, il en sera incapable. Ouais. Et finalement, C'est c'est ça, Einstein. c'est que, oui, bah oui, mais enfin, il y a ce truc que si on te demande, toi, d'analyser des émotions sur le visage des gens, peut-être que c'est un truc où tu n'as pas les compétences pour. Par contre, si on te demande dans tout le domaine électronique, etc., voilà, de réparer des choses, ou quoi, là, tu vas avoir les aptitudes. Parce Mm. que c'est un domaine qui t'intéresse aussi. Et puis, le câblage, il est totalement différent. Je trouve chez les neuroatypiques, tu as ce truc de vraiment, pour moi, c'est un câblage différent. C'est Mm. simplement que les choses, elles n'ont pas été forcément connectées dans le même ordre. Mais par contre, il y a tout autant de capacités et tout autant de potentiel que chez n'importe quel autre individu. Ouais. Et c'est là où moi, ça me gêne de lier la neurodiversité au handicap quelque part, parce que bah, chaque personne va être handicapée dans un domaine quand elle n'a pas les compétences ou quand elle n'a pas les ressources pour aller plus loin. Par contre, il y a ce truc où oui, parfois, dans la société actuelle, on peut parler de handicap parce que on n'a pas toutes les clés pour comprendre le fonctionnement de l'autre. Et là, Mm. ça peut venir bloquer. Mais C'est j'ai ça. cette difficulté, moi, à le lier. Alors, quand tu dis handicap invisible, finalement, ça prend tout son sens parce que là, on se rend compte que c'est pas un handicap comme quelqu'un qui va être en fauteuil roulant. C'est quelque chose qu'on est dans la capacité de mettre en place ou de faire. C'est ça. Mais et pour rebondir là-dessus d'ailleurs, parce que à une époque, je m'étais exprimé sur le sujet du handicap justement sur les réseaux sociaux, et ça avait fait, enfin, il y a quelques personnes qui acceptaient pas les propos que je tenais, et alors que pour moi, ça a vraiment son sens, c'est que euh, aujourd'hui, je trouve que qu'est-ce qui nous place en situation de handicap, alors que ce soit une différence invisible ou même une personne en fauteuil ou une personne aveugle, bah, c'est l'environnement qui nous Mm, entoure en fait. Et pour exactement. caricaturer et donc les personnes, il y a une personne qui me disait mais qui voulait vraiment pas comprendre et voulait pas entendre ce que j'étais en train d'expliquer. Donc j'ai essayé d'illustrer avec un exemple vraiment extrême. J'ai dit imaginez un monde constitué à 99% de personnes en fauteuil roulant. Mm, Forcément, les handicapés, ça va pas être les personnes en fauteuil, ça va être les personnes valides qui se déplacent parce que tout sera pensé pour les fauteuils, etc. Donc pour moi, c'est valable pour n'importe quelle différence. Si on c'est était dans un ça. monde à 90% composé de personnes sourdes, eh ben, ce serait nous les handicapés, puisque les sourds, ils auraient leur langage et nous, on serait en infériorité, donc on serait en situation quelque part de handicap. C'est la minorité, c'est le fait que on soit mal compris, que voilà, c'est ce qui fait que les gens savent pas comment agir et tout ça, toutes ces maladresses, toute cette méconnaissance fait que on se retrouve dans des situations qu'on peut juger de Mm, handicap et effectivement dans le monde du travail, moi je me sens positionné en situation de handicap. Alors je ne suis pas handicapé, mais je mm. suis positionné en situation de handicap. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est deux choses différentes d'être handicapé et d'être en position de handicap pour moi. C'est comme si c'était deux définitions différentes. On peut se retrouver en position de handicap même avec une jambe cassée. Enfin, je Mm. trouve. Alors que être Ah oui, handicapé quelque part, c'est totalement différent. c'est ça. Mais une personne qui va dans un pays étranger qui parle pas du tout la langue, elle va être en situation de handicap forcément parce qu'elle va pas savoir trop se débrouiller, quoi. Donc, Ouais. ouais. Alors, Donc il y c'est a le un contexte en commentaire. fait. C'est Oui, il y a un commentaire qui nous dit apprendre des uns des autres, mais en société, on a du mal à nous accepter car on est différent. Que ce soit dans le monde du travail ou autre, c'est spécifique. Des fois, des choses simples, on a du mal. Ouais, parfois, il suffit pas d'une chose extraordinaire. Et tu le montres dans ton livre, en fait. C'est que les choses, les adaptations qui ont été demandées n'étaient pas extraordinaires, mais le fait qu'il y ait comment on peut appeler ça, une espèce d'incompréhension en fait, parce que c'était l'inconnu pour les autres, mais en Mm. fait d'une petite chose demandée découle tout un tas de trucs derrière qui viennent créer une espèce de grosse catastrophe. C'est ça. Ouais. Ouais. Au niveau de au niveau de la vie professionnelle, c'est clair. Oui, c'est une grosse catastrophe, mais qui au final, parce que bon, je sais pas si on y reviendra peut-être un peu plus tard
dans le live, mais enfin, pour faire simple et pour peut-être fermer la parenthèse pour l'instant du travail, j'ai annoncé mon syndrome. Derrière, il y a eu des maladresses et ça m'a conduit à un bore-out, c'est-à-dire que j'allais au travail déprimé et je m'ennuyais terriblement parce que j'ai eu le sentiment d'être mis au placard dans une tour d'ivoire et en fait, je n'étais plus sollicité. J'avais le sentiment de ne plus servir à rien, alors que par le passé, j'étais hyper actif et j'étais extrêmement sollicité. Et là, du jour au lendemain, paf, tout s'est arrêté. Et ça, je l'ai très mal vécu. J'ai été arrêté pendant 10 mois où j'ai vraiment eu une grosse dépression. Ça a été très compliqué à gérer. Mais quelque part, cette mésaventure fait que bah, aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait aussi que je prenne du recul avec le travail, avec du moins ce travail-là, parce qu'avant, je vivais vraiment pour mon travail. Hein. Il y a un chapitre qui s'appelle Mon métier, ma passion dans le livre, Ouais. parce que j'avais vraiment moi, je suis quelqu'un de passionné. Je ne sais pas faire les choses si j'ai pas la passion. Mais ça, j'ai compris que bah, pour me préserver, il fallait que je freine et que je serais pas moins bien vu d'ailleurs en faisant un peu moins et en restant vraiment dans le cadre strict de mes fonctions, en arrêtant un petit peu les à côté, etc. Ça, j'ai compris aujourd'hui et donc ça m'a permis du coup sur le plan personnel de me sentir mieux aussi dans ma vie perso, ma vie de tous les jours, etc. Parce que Ouais. je garde de l'énergie pour moi après pour ma vie perso. C'est ça parce qu'il y avait une espèce de déséquilibre à tout mettre dans le professionnel, ce qui fait qu'à côté, il n'y a plus l'énergie parce que finalement, il y a cette espèce d'épuisement. Alors, il y avait ce truc dans le livre de sursollicitation et d'un coup de sous-sollicitation que j'ai trouvé extraordinaire parce que finalement, il y a peut-être eu une prise de conscience au niveau professionnel qu'il y avait une demande énorme. Et puis d'un coup, bah, plus personne n'osait rien demander. Et finalement, c'est ça en fait. C'est que les gens n'ont pas forcément les clés, mais ne vont pas venir les demander non plus. De peur de C'est gêner, ça, je pense qu'il y a une espèce de c'est ça. truc comme ça. Et c'est super bien de l'expliquer justement que qu'on peut passer d'un truc qui paraît énorme et qui prend énormément de temps à plus rien du tout et se retrouver dans une position où ça nous repose pas parce qu'on se pose des tas de questions, on se demande pourquoi et puis finalement le mental il lâche pas l'affaire. C'est ça. Et c'était pire, en fait. C'était pire. C'est vraiment, et ce bore-out, je l'ai très mal vécu parce que il me fatiguait encore plus qu'à l'époque où j'étais surmené. C'est Mm. vraiment horrible, cette fatigue qui peut être générée par le manque de sollicitation, le manque d'intérêt pour le travail. Moi, je m'ennuyais, je pleurais dans mon bureau parce que j'avais rien à faire, je comprenais pas. Et c'était violent quand même, ouais. Donc, Mm. Mais mais bon, ouais, ça m'a permis de grandir après sur le plan personnel et de recentrer un peu les choses aussi. Donc, c'est ouais, c'est l'avantage. super important, je trouve, de dire que finalement, on peut dépasser la sursollicitation comme la sous-sollicitation et trouver enfin un équilibre quand on écoute aussi nos besoins personnels et quand on Mm. va voir où on peut aller dispatcher notre énergie finalement aussi. Parce qu'il y a de ça, il Ouais. y a ce truc de OK, mais j'ai besoin d'avoir des points d'intérêt. Vers quoi je vais rediriger mon attention pour pas m'écrouler et avoir l'impression de ne servir à rien. Il y a cette espèce Mm. de truc. Il y a une question qui demande comment tu as vécu ton parcours scolaire. Alors, je te laisse un petit peu. Ça fait Euh, sourire forcément. ouais, ça me fait sourire parce que j'ai eu un parcours scolaire assez chaotique en fait en termes de résultats alors je pouvais être un très bon élève. Hein, mes parents me disaient que je faisais mes devoirs tout seul, que j'étais autonome, etc. Mais par contre, en termes de résultats, c'était pas forcément ça. Et il y avait, mais je pense, de la part du corps enseignant, un manque de patience ou un manque de capacité d'adaptation en fait. Vraiment sur toute ma scolarité, que ce soit à l'école primaire, collège et lycée, j'ai peut-être que 5 enseignants qui avaient cette capacité de voir en moi un potentiel en fait. Parce Mm. que pour la plupart des profs, bah, ouais, on pourrait jamais rien tirer de moi et puis voilà, on me laissait dans un coin et puis voilà, un peu comme au travail en fait. Et il y a quelques enseignants qui sentaient qu'il y avait quelque chose et qui allaient creuser et qui venaient me chercher en fait. Et avec ces enseignants-là, j'avais vraiment d'excellents résultats. Et c'était comment dire, c'était un enseignement un peu particulier, un peu atypique. Il y avait beaucoup de créativité, beaucoup de travail manuel. On sortait vraiment du cadre un peu rigide
de l'enseignement. Donc c'est pour ça aussi. Après, en termes de relations sociales à l'école, j'avais pas beaucoup de camarades, enfin j'avais pas beaucoup de copains. Je cherchais souvent ma place. Des fois, je voyais des groupes de personnes, j'y allais et je savais même pas ce que je venais faire là. En fait, j'avais une espèce de sentiment d'errance en fait au moment de la cour de récréation. Je me faisais piquer mes billes parce que on réinventait les règles du jeu au fur et à mesure. Et puis moi, j'étais bien naïf, donc ah bon, ok, bon, bah, voilà, c'est comme ça. Mais globalement, enfin, je suis pas traumatisé en tout cas de tout ça. Et puis, alors il y a une époque, j'aurais pu être un peu victime de violence de la part d'autres jeunes, etc. Mais la chance que j'ai, et c'est vraiment une chance, c'est que j'ai un cousin, donc j'explique dans mon livre que j'ai des origines un peu de forains, donc c'est du côté de c'est mes arrière-grands-parents qui étaient forains, et j'ai toujours des cousins qui sont un peu dans cette dynamique ou qui ont vraiment, on va dire, ils ont le sang chaud, faut pas trop les chauffer et tout, et donc un jour à la patinoire, en fait, il y a quelqu'un qui m'a frappé et mon cousin est intervenu, et depuis ce jour-là, bah, tous les jeunes et tout ça qui étaient là, ils ont vu que j'étais le cousin de cette personne-là, et donc ça a été un peu pour moi la protection parce que dès qu'il y en a un parce qu'on venait souvent me chahuter, hein, on venait vraiment souvent me chahuter. Mais la chance que j'ai eue, c'est que dès qu'on commençait à venir me chahuter, il y a quelqu'un qui disait, enfin les gars, ils disaient attention, c'est le cousin de Pot-au-feu. Et là tout de suite ça freinait parce que du coup ils savaient que bah, mon cousin était vraiment très réputé sur la ville. Euh, et donc bah, ça allait calmer tout de suite. Donc ça c'est vraiment une chance que j'ai eue, mais bon ça n'empêche pas que j'ai quand même eu des petites agressions à la sortie du collège ou des choses comme ça. Mais ça, après, je pense que ça peut arriver à tous les enfants, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que finalement, c'est un concours de circonstances. C'était une bonne personne au bon moment. Ouais, Euh, voilà. Mais c'est vrai que ça aurait pu se passer différemment et tu n'avais pas forcément cette capacité à te défendre. non. Alors, il y a ce truc aussi, quand tu parles des billes, ça me fait beaucoup rire parce que finalement, il y a ce besoin d'appartenance au groupe et si on va à l'encontre des règles du groupe, on comprend qu'on va être exclu. Et souvent, ben, il y a ce truc de comment je fais? C'est pas la bonne règle, mais c'est la règle du groupe. Est-ce que je préfère défendre la règle ou avoir ma place dans le groupe? Et quand on a du mal à intégrer justement des groupes et à avoir des amitiés, on a tendance à se dire bah c'est pas grave, je passe outre la règle et puis je me plie à la règle du groupe. Mais Mm. c'est pas forcément la bonne solution parce que derrière, on se rend vite compte qu'on se laisse faire et puis les autres prennent cette habitude en fait. Ouais. Mais après, tu parlais, c'est vrai qu'en termes d'enseignement, les professeurs en France sont très très peu formés bah, justement aux atypies. Donc ça reste très compliqué pour quelqu'un qui ne va pas avoir ce centre d'intérêt-là à l'extérieur de se former à quels sont les différents fonctionnements, comment je peux aider un enfant qui va être dyslexique, un enfant qui va être autiste, etc. Si on n'a pas l'envie de se former ou l'énergie pour se former ailleurs, c'est des choses qui sont très peu évoquées à l'heure actuelle. Ça commence doucement, mais moi je sais que si j'avais pas eu une formation en psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent, clairement j'aurais été dans l'incapacité d'aider mes élèves Mm. qui avaient un développement atypique. Ne serait-ce que même des élèves qui vont avoir un développement beaucoup plus lent au niveau de la compréhension ou des problèmes d'orthographe, de dyslexie, etc. Ça reste compliqué. On n'a pas forcément les clés. Il y a pas l'humain et il n'y a pas le matériel non plus, donc ça reste difficile d'accompagner. Et je comprends que tu aies pu à des moments te trouver perdu face à des personnes qui bah, avaient pas forcément de temps à donner pour voir un petit peu comment elles pouvaient te faire sortir de cet engrenage de je m'ennuie, etc. Parce qu'il y a ça aussi. Mm. Quand tu parles de créativité, euh, c'est un truc, moi, pour moi, essentiel. Quand il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de joie, j'ai pas envie, je fais pas. C'est ça. Donc, ben, à un moment donné, on a tous nos essentiels, on a tous nos propres valeurs. Et quand nos valeurs, elles sont pas respectées et que ça va pas dans le bon sens pour nous et qu'on n'a pas de... nos jauges, si elles sont à vide partout au niveau des valeurs, ben là, on se retrouve à se dire, ben, c'est pas la peine, qu'est-ce que je fais là?
Et pourquoi on m'a déposé dans ce truc qui a pas de sens. Oui, c'est ça. Euh, Après, il y avait une question par rapport à tout à l'heure, on parlait du professionnel. Euh, Comment gérer justement cette énergie entre le personnel et le professionnel pour trouver l'équilibre? Euh, Moi, j'ai l'impression que toi, tu as lâché prise sur certaines choses pour trouver cet équilibre. Est-ce que c'est ça? Je pense que la première chose, c'est déjà de se connaître soi et de connaître notre fonctionnement et nos limites aussi, parce que bah, je le vois. Enfin, j'ai été diagnostiqué en 2018 et depuis que je travaille, je subissais en fait la vie, je subissais le monde professionnel et, euh, et je rentrais le soir à 18 heures, je me couchais parce que j'en pouvais plus quoi. Euh, parce que je me connaissais pas. Maintenant que je me connais, il y a une approche différente et je cherche un peu plus à m'économiser sur la partie professionnelle pour garder, un peu la théorie des cuillères, hein, on en parle Mm. souvent, Ouais. pour garder de l'énergie pour le soir et pour les week-ends aussi, parce que si je donne trop, là je vois par exemple il y a 3 semaines j'ai eu une charge, j'avais un timing très serré pour faire quelque chose au travail et j'aurais dû avoir 15 jours pour faire le travail et en fait j'ai eu qu'une semaine, alors sachant que je suis en temps partiel, euh, je travaille 3 jours et demi par semaine, donc ça fait encore beaucoup moins de jours du coup. Mm. Euh, eh bien, j'ai mis le paquet et je me suis beaucoup investi sur cette tâche. Et en fait, bah, je l'ai senti et j'ai peut-être mis une semaine à m'en remettre, quoi, parce que j'ai tellement donné en termes de concentration, etc., que bah, le week-end et puis les jours suivants, c'était très fatigant. Donc, je pense que pour moi, il faut vraiment apprendre à se connaître et connaître ses limites. Je vois pas d'autres. Après, dans ce qui m'aide, moi, j'ai fait beaucoup de méditation relaxation, l'auto-hypnose aussi, c'est des outils qui m'ont vraiment aidé et qui m'ont appris justement à me connecter avec mon corps, si on peut parler comme ça. Ouais. Parce que je schématise souvent que avant j'avais mon cerveau d'un côté et mon corps de l'autre, et les deux ne communiquaient pas en fait. J'avais un mental qui était hyper actif, hyper friand, qui en voulait toujours plus, et le corps lui il ramait à côté, il en pouvait plus. Pourtant j'avais plein de signaux, j'avais plein de problèmes au niveau santé, etc. Mais non, je voulais pas les entendre parce que je voulais. Et ça c'est Ouais. valable aussi bien pour le travail que pour les loisirs. Hein. C'est-à-dire que dans un loisir, si je me freine pas, je peux m'en rendre malade parce que je vais m'investir à fond pendant des jours et des semaines et au bout d'un moment, je vais m'effondrer, quoi. Je vais m'écrouler complètement. Donc ça, il faut apprendre à le gérer pour éviter que ça se produise parce que c'est jamais bien d'être couché pendant plusieurs jours à plus pouvoir rien faire, quoi. Donc ça, j'essaye de Ouais. le gérer. Il y a ce truc de suradaptation qui fait que en fait tu te vides en énergie, un peu comme si ça me rappelle moi le mécanisme du burn-out express, tu vois. C'est un peu ce truc, tu as l'impression que tu crames ta pile d'un coup, t'as plus rien du tout mais tu veux y aller encore et en fait tout brûle, il reste plus que de la poussière et après t'en as pour hyper longtemps du coup à faire remonter l'énergie parce qu'il faut que toutes les bases se reconstruisent. Alors que si tu te connais un minimum, tu sais quand ça baisse et tu sens quand tu as les premiers signes, hein, souvent c'est corporel. Enfin, il y a les maux de ventre, les maux de tête, il Ou y en le a cœur, qui vont être le corticoïde. complètement. Mais ouais, c'est ça, il y a plein de trucs, mais il faut savoir reconnaître les signaux et s'écouter un petit peu. Et quand tu disais se reconnecter au corps, c'est super intéressant parce que finalement, la méditation, ça vient faire pause au niveau du mental. Donc, tu n'as plus que ton corps à écouter Mm. et tu laisses passer quelques pensées comme des nuages qui se déplacent. Mais finalement, tu es obligé de te poser et de dire au mental, OK, là, tu fais une pause. Il n'y a pas que toi. Je suis pas composée que d'un cerveau, donc à un moment donné, Mm. le reste est aussi important. Et c'est intéressant parce que tu parlais de relaxation. Il y a aussi la sophrologie qui peut être sympa ou parfois même Ouais. l'hypnose qui peut permettre vraiment d'aller se reconnecter et s'écouter. Il y a un petit truc que je voulais développer pour finalement, tu as parlé de la théorie des cuillères. Je trouvais intéressant peut-être d'en parler 2 secondes pour expliquer à ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Cette théorie, elle estime qu'on a un nombre de cuillères. Alors, on peut avoir peut-être 15 cuillères au départ. Et puis, rien que le fait de se lever, de s'habiller, de prendre la douche, etc., on peut déjà en avoir utilisé 3. Prendre le petit déjeuner si on est tout seul.
ça peut en utiliser qu'une. S'il y a trois, quatre personnes, ça peut vite en utiliser trois aussi. Et finalement, au cours de la journée, comme ça, chaque activité va être représentée par une cuillère. Et quand il n'y a plus de cuillère, bah, à ce moment-là, on commence à entrer en phase de suradaptation et à totalement se vider en énergie parce que notre nombre de cuillères représente notre énergie de départ. Donc, c'est intéressant d'aller voir combien nous coûte chaque activité. Et quand on sent qu'on est à niveau faible, d'aller peut-être éliminer des activités qui nous servent à rien, comme de prendre le petit déjeuner avec quelqu'un si ça nous épuise, alors que tout seul, c'est beaucoup moins épuisant. Enfin, ça va être des choses comme ça, mais c'est un peu des variables d'ajustement finalement qu'on va trouver pour pas être en épuisement total. Je sais pas si ça correspond à ce que tu connais de cette théorie. Si, si, ça correspond exactement à ça et ça correspond à comment je gère mes journées, surtout quand je travaille, parce que quand je suis à la maison, ça va. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup, je vois pas beaucoup de monde, donc là où je vois le plus de monde, c'est au travail. Donc, je sais par exemple que si je dois au travail, j'ai mon bureau où je suis tout seul. Aujourd'hui, je suis tout seul. Bah, je sais que si je dois sortir pour aller me déplacer dans l'usine, voir d'autres personnes, etc. Je sais que ça va me coûter. Et je le fais en pleine conscience et donc je sais que quelque part bah, il va falloir que je grappille dans la journée quelque part autre chose pour compenser cette charge-là. Donc ça peut être des fois entre midi et deux, bah, moi je mange dans ma voiture donc bah, je vais m'allonger dans ma voiture, je vais me dépêcher de manger puis hop je m'allonge 10 minutes, je ferme les yeux, j'essaie de faire un peu comme une méditation finalement et peut-être que ça va suffire et si ça suffit pas, bah, l'après-midi, je limite les contacts ou les échanges téléphoniques ou quoi, parce que le téléphone, ça peut être aussi énergivore. Donc je compense quoi. Et puis si j'arrive pas à compenser, bah c'est pas grave, je récupérerai le soir, tant pis, voilà. Ouais. Mais le but, c'est de conscientiser tout ça finalement. Faut vraiment le conscientiser. Ça vient pas du jour au lendemain cette philosophie et cet apprentissage. On apprend tous les jours et moi j'apprends encore tous les jours de ça depuis 3 ans que j'ai été diagnostiqué, je suis toujours dans l'apprentissage et dans la recherche de l'équilibre, même si j'affine et que on commence à y voir un peu plus clair et à sentir des bénéfices dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple. Je suis toujours dans la recherche de cet équilibre. Ouais, il y a ce truc de s'autoriser les erreurs. Des fois, on se plante et c'est pas grave. Il y a des fois cet épuisement. C'est comme un syndrome de l'épuisement finalement. Ça arrive et puis on n'a pas le choix que d'y laisser 3 jours. Mais c'est pas grave en fait. Faut pas s'auto-flageller parce que on s'est planté sur l'utilisation de notre énergie. Et en fait, moi j'ai cette impression que plus on le fait en conscience et plus on accepte justement cet épuisement et plus ça a tendance à passer assez vite. Oui, Contrairement à c'est si on possible. s'auto-flagelle et si on se prend la tête vraiment, parce que là c'est ça, on en ajoute une couche. Oui, c'est possible. Ouais. Je pense qu'il y a du vrai. De toute façon, du moment où on conscientise les choses, si on sait que, voilà, par exemple, il arrive des fois que j'ai mon beau-frère et ma belle-sœur qui viennent, parce ils sont de la région bordelaise, donc du coup, ils peuvent venir pendant 2 ou 3 jours. Bah, je sais qu'il va y avoir des repas tous les jours, tous les soirs, et là, je sais que ça va être, mais je suis content de les voir, donc je le fais bien sûr. Mais je sais que ça va être lourd pour que je récupère derrière. Mais je le fais en pleine conscience et je sais qu'il faudra que je récupère. Alors quitte à ce que je pose 1 ou 2 jours de congé dans début de semaine pour souffler. Mais le fait de le savoir, eh bien, c'est ce qui fait que je vais poser des jours ou que je vais faire en sorte de me reposer derrière. Si j'ignorais tout ça, bah, j'irai au travail et je travaillerai à fond derrière, etc. Et puis petit à petit, on s'épuise et puis on engendre une fatigue qui dure sur le long terme. Donc c'est important oui, de se connaître. Ouais, 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 c'est un essentiel. Il y a une question qui est posée, à savoir ton permis de conduire, est-ce que ça a été quelque chose de difficile à obtenir? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal. Et ça demande en plus une interaction avec la personne qui apprend la conduite. Donc, Alors, est-ce que le permis? Non. Alors, ça a été le permis voiture. Alors, j'ai eu le code du premier coup. Ça, c'était pas un problème parce que bon, c'était la théorie. Après, dans la pratique, j'ai raté le premier passage du permis de conduire sur un créneau à droite où la monitrice me disait que elle a pris les pédales et elle a dit ça passe pas, alors que pour moi, j'allais pas toucher, mais bon, mais elle avait peut-être raison. Et donc c'est pas passé, mais c'est passé la deuxième fois. Après, je suis quelqu'un
qui a une bonne gestion du stress. Euh, C'est-à-dire que, et je pense que c'est lié aussi au fait que mes parents m'avaient fait faire de la musique, parce que je voulais faire de la musique, et donc j'ai fait de la guitare. J'ai commencé par des cours particuliers, puis le conservatoire. Et au conservatoire, pour ceux qui connaissent, il y a des auditions tous les ans, voire même plusieurs fois par an. Il faut passer devant un jury, il faut passer devant un public. On n'a pas le choix. Et ça, en fait, la musique, au moins, ce parcours au conservatoire m'a permis de me dépasser et d'apprendre à gérer mon stress et mes difficultés. Donc, je pense que c'est pour ça que j'arrive vraiment à gérer, parce qu'à un moment donné de ma vie, je me suis fait très très mal en fait, et j'ai réussi à dépasser ça. Mais c'est pas pour autant que c'est facile aujourd'hui, mais j'arrive à le faire. Euh, Comme à une époque, je faisais des concerts parce que j'aimais chanter. J'allais chanter dans les maisons de retraite parce que je suis fan de Georges Brassens. Euh, et bien, je le faisais parce que déjà, il y avait le partage d'un centre d'intérêt. Donc, c'est ce qui me liait quelque part aux gens que j'allais rencontrer. Et il y avait ce dépassement de soi que j'arrivais à faire. Et voilà. Et ça, c'est valable dans le monde professionnel. C'est-à-dire que et c'est une difficulté presque pour mes managers, parce que je sois sous pression ou que je sois pas stressé du tout, ils s'en rendent pas compte, parce que j'ai tout le temps la même, je dégage tout le temps la même chose en fait. Donc ils peuvent pas savoir si je suis stressé. Quelqu'un qui va être stressé, des fois on va le voir, on va voir qu'il est pas bien. Mais moi en fait on voit rien, parce que tout est intérieur, et c'est le mental qui se met à contrôler et qui fait que je me fais pas dépasser par ce stress-là. Mais par contre c'est très Ouais. coûteux quoi. Mais c'est ça, c'est l'hyper-contrôle en fait. Le C'est mental ça. prend vraiment le dessus. Et à ce moment-là, je pense que même au niveau de... Parce que tu parlais que tu as des stims, des espèces, c'est un peu comme des tics en fait, qui peuvent Mm. apparaître à certains moments, qui te permettent aussi peut-être de contrôler le stress. Mais dans ces moments où le cerveau prend le dessus et est en phase d'hyper-contrôle, finalement, ils ont peut-être même pas l'occasion de se manifester pour faire redescendre le stress. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que oui, oui, je suis tellement. Par exemple, c'est vrai que quand je faisais des concerts ou qu'il m'arrive de faire des lives, j'intériorise beaucoup plus les tics que je peux avoir, parce que des tics au niveau du visage, j'en ai plein. Je les contrôle beaucoup plus, parce que aussi mes parents, depuis tout petit, j'ai toujours eu des tics, et mes parents me disaient, enfin, que c'était pas beau, voilà. Donc c'est pour ça peut-être aussi que je me force à intérioriser ça. Et comme quand je vais au travail, du coup, si j'ai des réunions et tout ça, il faut que j'intériorise. Et par contre, là, ça se rattrape le soir chez moi. C'est là où la pression se redescend, et c'est là où du coup tous les tics se remanifestent en fait, Mm. parce que c'est Mais tu voilà, je pense lâches, que t'ouvres les c'est vannes en fait. ouais, c'est ça. Ouais. Tu te permets d'être toi-même, donc il n'y a plus. Euh, En termes de gestion du stress, est-ce que tu as quelques petits trucs? Enfin, moi, j'ai vu dans le livre, j'en ai vu pas mal de choses qui viennent t'aider à gérer le stress. Comment tu fais redescendre ton stress? Tu as des petites activités, des choses? Euh, alors s'il y a des exemples dans le livre, je me souviens même pas. Peut-être que c'est des choses que je fais, mais En fait, moi, j'y ai vu des activités méditatives quand tu parles de crochet, de tricot, ah oui, d'accord, de oui. choses comme ça, tu vois. J'avais cette impression en te lisant que ça te permettait de canaliser et d'arrêter les pensées un peu, C'est tu ça. vois, de te poser et de faire redescendre ce stress, en fait. C'est ça, le travail manuel en fait me coupe, arrive à quand je fais du travail manuel, j'arrive à couper un peu plus mes pensées, Mm. mes ruminations, etc. Et je focalise un peu plus sur l'instant et sur ce que je suis en train de faire à l'instant où je le fais. Ça j'en ai besoin, ça me fait vraiment du bien. Mais au même titre que si je joue à la console avec un copain, parce que je joue quasiment tous les jours à la console, parce que c'est mon exutoire, c'est vraiment aussi un moment où je peux lâcher prise complètement. C'est des moments qui sont essentiels, parce que ça me permet de couper avec tout le reste, Mm. et couper avec ce qui se passe aussi à l'intérieur de ma tête. Donc c'est essentiel, quoi. C'est vital. Et ça, j'ai la chance d'avoir une femme qui le comprend. Ça Euh, répond à la question justement qui venait juste après. Est-ce que tu vis seul ou est-ce que tu finalement t'as rencontré quelqu'un avec qui ça match et pour qui tes comportements ou tes adaptations finalement fonctionnent dans le couple? alors oui, j'ai rencontré quelqu'un. Donc depuis 2009, on est ensemble. C'est devenu ma femme.
Et la chance que j'ai, c'est qu'elle est très compréhensive, elle est très psychologue dans son approche. C'est-à-dire que c'est elle qui, déjà depuis le premier jour, elle a vu que j'étais différent, elle a vu qu'il y avait quelque chose de particulier, que j'arrivais pas à gérer mes émotions, mes colères, que j'avais ces centres d'intérêt justement qui étaient obsessionnels. Mais en fait, elle n'a jamais porté de jugement sur tout ça. Et, euh, et donc la chance que j'ai, c'est qu'elle m'a appris à verbaliser mes états. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu parles pas, qu'est-ce qu'il y a. Enfin, et donc ça, moi, ça m'a fait grandir quelque part sur cet aspect-là de communiquer et d'expliquer. Et elle, donc, elle respecte et elle sait que j'ai besoin de temps pour mes activités. Et elle respecte vraiment ça. C'est vraiment la chance que j'ai parce que je sais que toutes les femmes supporteraient pas forcément d'avoir un mari qui s'investit dans ses loisirs, qui peuvent être aussi fous les uns que les autres. Enfin voilà. Et elle a jamais porté de jugement quand je lui ai dit je vais écrire un livre alors que je lisais pas. Elle aurait pu rigoler quoi. Mais non non, elle m'a dit vas-y fais-le et tout. Elle est tout le temps à me soutenir dans tout ce que je fais. Donc et c'est elle qui me porte vraiment, c'est elle qui me porte. Et si elle était pas là, je pense que il y a plein de choses que j'aurais pas pu faire parce que j'ai repris mes études pour faire un BTS. Si elle n'était pas là, c'est sûr, j'abandonnais parce que moi je voulais abandonner, je me mettais trop de pression, j'étais trop exigeant avec moi-même et c'est elle qui m'a poussé, qui m'a porté et sur tous mes loisirs, que ce soit pour le livre, que ce soit pour les activités que j'ai à côté, etc. Je fabrique des instruments de musique, là en ce moment je fabrique des tambours chamaniques avec de la peau d'animal, etc. Donc et elle me soutient vraiment et elle me dit mais vas-y fonce, fais-le et si j'avais pas une personne comme ça, je pense que je douterais beaucoup plus de moi et finalement je finirais par prendre peur et à pas me lancer quoi. Mais c'est Donc j'ai important parce que vous avez trouvé l'équilibre en fait pour fonctionner. Il y a ce oui, truc, moi pour moi, ce que tu décris là, c'est la définition même de l'amour inconditionnel. Alors on a tendance à prendre l'amour inconditionnel pour j'accepte tout sans jamais rien dire, mais finalement, pour moi, c'est pas ça. C'est tu acceptes l'autre comme il est. Rien n'empêche de dire ce que finalement tu vois et de d'aider à ce que l'autre puisse être encore mieux. Et quand mm, elle t'aide à décrire tes états, tes émotions, finalement, c'est pour moi de l'amour inconditionnel parce qu'elle porte pas de jugement. Elle t'aide juste à monter et à aller plus haut encore. Et ça me rappelle un outil qu'il y a chez Optoys quand on n'a pas la chance d'avoir une compagne ou un compagnon qui puisse nous aider à formuler les émotions. C'est une roue avec les différentes émotions qui donne une indication sur le ressenti corporel et d'où peut venir l'émotion. Et c'est intéressant d'aller voir justement ces émotions, ce qu'elles apportent et ce qu'elles veulent dire. Parce que finalement, on ne peut pas faire le lien entre le comportement qui se voit, parce que la colère, quand tu t'emballes, tu te mets en colère, mais il y a un truc, qu'est-ce que ça vient toucher derrière? Est-ce que ça vient toucher une valeur? Est-ce que ça vient toucher l'irrespect? Est-ce que, voilà, il y a plein de choses, plein de liens à faire, et justement, il te manque peut-être ce petit truc qui te permet de faire le lien entre les deux. Donc c'est important parce mm, qu'elle vient faire ce lien entre les deux. c'est ça. Mm. Donc ça te permet toi d'avancer et d'être conscient de ce que traduisent tes émotions qui explosent et peut-être de pas les contenir, mais de les comprendre et de les accepter. Oui. Puis du coup comme elle est là aussi et qu'elle a besoin que j'y accorde aussi du temps pour qu'on partage des moments ensemble forcément, ça permet aussi moi quelque part de limiter un peu plus l'implication que j'ai dans mes centres d'intérêt. Parce que si j'étais tout seul, si je vivais tout seul, je m'enfermerais littéralement, complètement dans tout ce que je fais et je me couperais complètement du monde extérieur, ça c'est sûr. Enfin, je le vois dès que je me lance dans un truc, si elle est pas là pour me dire bon allez viens, on va aller faire une balade en forêt ou quoi, mais moi je m'arrête plus quoi. Mm. Et donc ça fait du bien et ça c'est pas facile à accepter non plus. Ça n'a pas été facile à accepter pour moi de prendre son avis en compte et de me dire bah oui, elle a besoin de temps, il faut qu'on fasse des choses ensemble. Et, euh, et donc l'intérêt que j'y vois, c'est que moi, du coup, ça me permet de faire une pause et c'est essentiel aussi pour moi parce que même si je suis capable de me mettre à fond pendant plusieurs heures, plusieurs jours sur un truc sans m'arrêter, à un moment donné, la fatigue va me rattraper. Donc elle est là aussi pour réguler quelque part euh, cette implication que je peux avoir. Donc oui, on a Ouais, un équilibre tous les deux. c'est ça. Et c'est en fait, vivre avec elle, c'est te permettre d'oser prendre soin de toi aussi et faire des pauses. Mm, Donc, ouais, je trouve ça fun parce qu'il y a ce truc, ça t'apporte.
OK, un échange entre deux humains, mais ça te permet aussi à toi d'avoir un apport supplémentaire en plus. Donc, tu as Oui. la cerise sur le gâteau. Mm. Euh, on te demandait quelles sont les incompréhensions parfois qui ont pu se produire dans le couple, parce que je suppose qu'au début, ça n'a pas dû... je vois, il y a ces sortes d'ajustements juste qu'on doit mettre en Mm. place un peu. C'est pas évident. La vie à deux, déjà pour deux personnes lambda, c'est pas évident. Donc quand il y a une atypie qui vient s'en mêler ou plusieurs, mais c'est encore moins évident. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu as envie de nous partager finalement sur une incompréhension? Alors une anecdote, il y en a une que j'ai mis dans le livre et c'est la première qui me vient parce que c'est la plus drôle, enfin c'est celle qui nous fait le plus rire aujourd'hui avec ma femme quand elle me redécrit la scène vue de ce qu'elle a vu elle en fait. Parce que quand je suis en crise et que je suis en colère ou quoi, je me vois pas et c'est vrai que des fois il faudrait filmer parce que je pense que en me regardant, enfin, et donc là elle me raconte et donc on en rigole beaucoup aujourd'hui. C'est au tout début où on était ensemble. Alors mes parents connaissaient Anaïs depuis un moment parce que c'était leur coiffeuse en fait. Et donc ils me disaient faut que tu ailles te faire couper les cheveux par Anaïs, etc. Et puis moi je voulais pas parce que j'avais mon coiffeur et puis j'en avais rien à faire. Et puis un jour il me cassait tellement les pieds avec ça que j'ai dit bon allez je vais aller voir la soi-disant Anaïs qui est exceptionnelle. Et en fait bah j'y suis allé et puis voilà depuis ce jour-là on s'est plus jamais quitté je pense. Euh, et donc donc moi je me suis installé très rapidement chez elle. Et le premier week-end ou deuxième week-end où j'étais chez elle, on a invité mes parents à manger. Et je sais pas, bon, ben, comme d'habitude, quoi, je me mettais une pression de folie parce que je voulais que tout soit parfait, etc. Donc j'avais tout prévu en fait, et on avait pris du retard sur la préparation, la préparation du repas, le rangement, etc. Et je sais plus pour quelle raison. Enfin, j'ai piqué une grosse colère et je suis sorti de la maison en mettant des gros coups de pied, des coups de pied il y a des graviers par terre. J'ai mis plein de coups de pied dans les graviers en m'énervant, quoi. Et en fait, elle, quand elle a vu ça à l'époque, sur le coup, elle s'est dit, waouh, mais il a vraiment un problème, quoi. Parce que pour un tout petit détail, mais c'était un tout petit détail en plus qui m'avait fait me mettre en colère comme ça. Je sais plus, je crois que mes parents, ils arrivaient dans les 5 minutes et on n'était pas tout à fait prêts. Et puis ça m'a complètement froissé. Et j'ai mis des coups de pied dans les cailloux de colère. Et ça, en fait, bah, c'est une anecdote qui nous fait rire parce que enfin, je m'imagine faire. Et c'est vrai que je verrais un mec faire ça dans la rue, je me dirais, waouh, le mec, Et surtout il quand est, ça il fait pas a, longtemps que tu as rencontré la personne, tu te dis, ah mais purée, ouais, il pète les plombs comme ça. c'est ça, c'est ça. Mais en fait, du coup, ça y a pas fait peur et c'est là où elle s'est dit, mais il y a un truc, quoi. Bon, dès le début, elle m'a dit, t'as un comportement d'autiste, alors qu'elle savait pas vraiment de quoi il était question. Ça, dès les premiers jours, elle me l'a dit. Et puis, en fait, bah, elle avait pas tort puisque c'est quelques années plus tard où, par hasard, elle a rencontré une cliente. Et cette cliente lui a parlé du syndrome d'Asperger parce que son mari et son fils venaient d'être diagnostiqués. Et Anaïs, ça l'a interpellée, elle a posé des questions. Et elle rentre le soir, elle me dit, je sais ce que t'as le syndrome d'Asperger. Et moi, je connaissais pas du tout, quoi. Donc, comme beaucoup de gens, malheureusement. Et donc, bah, j'ai fait quelques recherches. Je me reconnaissais sans forcément me reconnaître. Et Mm. puis, tant qu'on l'a pas entendu d'un spécialiste, je pense qu'on a du mal aussi à l'accepter et à l'entendre. Donc, voilà. Après, on a eu quelques petites complications dans notre couple où justement le travail me fatiguait beaucoup trop parce que je m'investissais énormément à l'époque. Et donc c'est là où en gros elle m'a dit bah fais quelque chose ou sinon je m'en vais quoi, parce qu'elle en Mm. pouvait plus de me supporter. Et donc bah, c'est là où j'ai entrepris la démarche diagnostique là-dessus, quoi. Et parce que moi je l'ai lu, mais au niveau du diagnostic, souvent on dit que c'est très très long, que ça peut prendre des années, etc. Toi, est-ce que ça a été le cas? Alors il y a deux écoles. Il y a soit on est très patient et on s'inscrit. Alors soit on est très patient et où on n'a pas forcément les moyens et donc on s'inscrit dans un centre de diagnostic et là on est pris en charge. Théoriquement on doit être pris en charge, mais par contre du coup il y a de l'attente, hein. Il y a je crois que dans ma région on est à 2 voire 3 ans d'attente. Mhm. Euh, et en fait, je suis pas quelqu'un. Je suis quelqu'un de patient, mais il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas patient. Et là-dessus, il y avait vraiment urgence. Il fallait qu'on trouve des réponses rapidement. Donc, je suis passé par la voie du libéral. Donc, il faut trouver un spécialiste. Et là, ça va un peu plus vite. Moi,
j'ai établi les premiers contacts au mois d'août, je crois, et bon, après, le temps d'avoir la réponse de la spécialiste, etc., je crois que, on va dire, prise de contact août et mon premier rendez-vous était au mois de février, donc quelques mois plus tard. Donc, ça a été assez rapide. Par contre, ça m'a coûté presque 500 euros, mais au moins, ça m'a permis d'avoir des réponses rapidement, quoi. D'accord, oui. Donc il y a vraiment deux cas et c'est un peu on dit une médecine à deux vitesses finalement. Mm, Mais c'est pas faux. C'est si tu peux dégager financièrement de quoi faire le diagnostic dans le libéral, tu vas aller beaucoup plus vite. Si financièrement c'est ric-rac, et c'est bien souvent le cas finalement des autistes Asperger qui sont un peu reconnus tardivement, c'est que au niveau du travail, comme toi, ça coince. Bien souvent, il y en a qui sont même dans l'incapacité de tenir un emploi à long mm, terme parce que bah, c'est trop. Au niveau énergie, c'est beaucoup trop demandé. Au niveau communication, c'est difficile. Donc finalement, ouais, c'est pas encore le top du top de ce côté-là du diagnostic. Malgré tout, on a quand même en France la possibilité d'avoir un diagnostic qui soit pris en charge. Donc même si il y a un temps d'attente, bon, c'est pas oui. négligeable. Mais c'est intéressant que tu fasses part de ces deux branches, de ces deux voies qu'on peut explorer parce que finalement, ça montre qu'on peut aussi, peut-être en faisant de petites économies, avoir un diagnostic plus rapidement que ce qui est dit Mm. partout, un petit peu. Euh, Ce que j'avais envie de te demander, c'est finalement ce diagnostic, en quoi il a changé quelque chose dans ton quotidien? Parce que tu dis il y avait la nécessité de l'avoir, ce diagnostic, de savoir ce qui se passait. Qu'est-ce que c'est venu changer derrière? Bah, ça a changé tout en fait. C'est vrai que j'ai du mal à le verbaliser, mais ça a vraiment changé tout mon quotidien et toute ma vie. Et il y a eu ce travail de retour sur mon vécu aussi que j'ai fait à titre personnel ça s'est fait aussi au travers du livre avec le récit. Je me suis refait toute mon histoire en fait sous le prisme. Je suis différent et j'ai compris tellement de choses. Et du coup, j'ai tiré des leçons de certaines choses, etc. Et donc, le diagnostic, il y en a qui disent, je veux pas me faire diagnostiquer, ça changerait rien à ma vie. Donc, tant mieux pour eux. Mm. Parce que peut-être ils ont d'eux-mêmes trouvé des clés pour les aider, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je subissais vraiment les choses. Et, euh, et du coup, le diagnostic m'a permis déjà de reprendre confiance en moi, de me dire que je suis pas si bête que ça parce que j'ai un QI supérieur à la normale du coup. Donc ça m'a rassuré aussi parce que je me suis senti tellement nul tout au long de ma scolarité parce que mes résultats étaient pas bons. Enfin, euh, et puis après avec les parents qui sont déçus de voir qu'on ramène des mauvaises notes, tout ça, ça ancre des choses en nous en tant Mm. qu'enfants où on cause la déception de nos parents, etc. Donc voilà, ça brasse un peu, mais après, avec le recul aujourd'hui, je me dis bon bah c'est pas grave en fait, c'est pas grave, ça m'a pas empêché d'écrire un livre, ça m'a pas empêché de le publier, et j'étais nul. Enfin moi, il faut savoir qu'à l'école, j'étais nul en orthographe, hein, je faisais une faute à chaque mot clairement, et avec le monde professionnel, avec les emails, etc. Mm. J'ai commencé à m'intéresser à la grammaire et aux règles. Et j'ai compris certaines choses que je n'avais jamais compris de l'école primaire, par exemple. Enfin, c'est complètement paradoxal, mais pour dire que j'ai rien compris de toute ma scolarité, et c'est seulement après coup où, de moi-même, avec l'envie de le faire, j'ai repris toutes les règles de grammaire. Alors, je suis pas grammairien du tout, je fais toujours des fautes, mais je suis capable d'écrire un email sans faire de fautes. Voilà, c'est déjà, ça me suffit en fait. Tout ça pour dire que ben, j'ai appris de mon passé, etc. Donc là, je me suis perdu dans la réponse. Je sais même plus ce que c'était la question. Ouais, parce que en fait, c'est ça, Qu'est-ce que le ça a dans diagnostic ma t'a vie? permis d'aller revoir tous les éléments que Oui. tu comprenais pas finalement et Mm, d'aller te dire que c'est OK, il y a des clés maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Parce qu'il y en a qui vont avoir le diagnostic et qui vont se dire c'est OK, j'entre dans la case et puis je me plais bien là et je bouge pas. Mais toi, tu as eu ce besoin d'aller rebalayer le passé et comprendre le mm, pourquoi. Et finalement, dans le diagnostic tardif, c'est souvent le cas, c'est que le diagnostic en lui-même, on s'en contrebalance. C'est ce qui va mm, avec qui importe. C'est tout ce qu'on va te décrire dans les comportements, tout ce qu'on va te donner comme clé pour essayer de plus être dans la suradaptation, mais d'être dans juste une adaptation simple, claire. Et finalement, c'est ça
que toi, ton diagnostic semble t'avoir apporté, c'est que ça t'a permis de mettre en lumière des choses qui te paraissaient tellement floues et tellement sombres au départ, et de faire finalement, de casser la figure à certaines croyances que tu avais sur toi Mm. et tes Ouais, capacités. c'est ça. Et bon, par contre, je pense qu'après un diagnostic, il faut, enfin, pour moi, ça me semble important d'avoir un suivi, soit avec le spécialiste qui a fait le diagnostic ou avec des personnes en capacité d'aider. Mais pour moi, il faut vraiment un accompagnement pour gérer l'après parce que il y a des choses à revoir et des questions auxquelles faut répondre, etc. Je pense que c'est important de se faire aider pour la suite Ouais, il y a ce truc de d'acceptation. Finalement, c'est aussi. comme si on venait rajouter une pièce au puzzle, mais on ne sait pas trop où la mettre encore. Et Mm. quand on nous amène le diagnostic, c'est énorme, ça fait beaucoup d'un coup. Et on peut pas tout accepter d'un coup. Et c'est comme si on avait besoin de prendre une petite partie d'abord, et on se dit, OK, ce truc-là, je traite l'info. Ok, je le prends ou je le prends pas. Et finalement, on fait ça pour un peu toutes les lignes du diagnostic et on va voir en quoi ça fait écho ou ça fait pas écho. Parfois, au début, il y a des choses, on se dit, ah non, mais pas du tout. Ça me correspond pas du tout. Puis après, avec le temps, on va relire puis on se dit, ah mais en fait, j'étais juste pas prête ou pas prêt. Mm. Il y a ce truc, Ouais, on peut pas tout accepter et tout faire sien du premier coup. C'est juste, ça fait trop. ouais. Il y a une question justement sur où faire un diagnostic vite pour adultes. Tu l'as dit dans le libéral, tu t'es adressé à quel type de spécialiste pour être plus Alors, précis? dans le libéral, il y a encore deux branches. Soit vous avez, alors, si vous habitez dans une grande ville, vous avez plus de chances de trouver un psychiatre spécialisé en TSA, trouble du spectre de l'autisme, Hmm. parce que le psychiatre va pouvoir faire les tests et va pouvoir vous poser ou non le diagnostic. Moi, je suis passé dans un premier temps par une psychologue spécialisée en TSA qui a établi ce qu'on appelle un pré-diagnostic. Donc, j'ai passé des tests et elle a établi un pré-diagnostic. Et ce pré-diagnostic-là, il a fallu que je le fasse valider par un psychiatre. Donc, il a fallu que je le trouve un nouveau spécialiste qui plus est un psychiatre spécialisé en autisme qui a repris du coup les comptes rendus, etc., qui a fait des points avec moi, qui m'a fait repasser des compléments de test, etc., pour confirmer ou pas le diagnostic et poser officiellement. Alors c'est qu'un bout de papier finalement. Hmm. J'aurais pu m'arrêter au pré-diagnostic en me disant bon bah voilà c'est fait, mais j'aime aller au bout des choses et je voulais que ce soit vraiment acté pour, je pense, clôturer le chapitre ou fermer la page, je sais pas, mais Hmm. euh, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce biais-là. Et si tu t'étais arrêté finalement à cette psychologue spécialisée, tu n'aurais pas pu avoir ta reconnaissance de travailleur handicapé derrière? Alors, Il fallait ce bout de papier obligatoirement. il paraît que si je m'étais, il paraît qu'avec un pré-diagnostic, on ne peut pas avoir la Hmm. reconnaissance de travailleur handicapé. Dans mon cas, j'ai réussi à l'avoir parce que j'avais pas encore trouvé de spécialiste au moment où j'ai fait ma demande et ça a été validé. Alors, est-ce que c'est une erreur? Est-ce qu'ils ont assoupli les règles? Je sais pas. En tous les cas, D'accord. j'ai eu la reconnaissance de travailleur handicapé sur la base d'un pré-diagnostic. Bon, c'était quand même assez étoffé en termes de Mhm. clients et tout. Il y avait une vingtaine de pages dans le rapport quand même. Donc, est-ce que Oui, c'est ça qui a fait que je sais pas, mais en tous les cas, pour moi, c'est passé. Je sais pas si ça passe pour tout le monde et ça dépend des régions aussi. des régions, c'est ce que j'allais dire. Bien souvent, le fonctionnement est régional, donc à voir aussi, mais ça se tente, disons. Ouais, oui, ça tente effectivement. Voilà. Donc du coup, je vais parler de cette reconnaissance de travailleur handicapé pour clore le chapitre professionnel qu'on avait entamé au début. Si certains sont arrivés en cours de route, on avait abordé le travail dans un premier temps. Ce diagnostic au niveau du travail, tu disais que ça n'a pas apporté ce que tu... En fait, c'était pas l'objectif fixé, ce qui est venu à toi, mais bon. Qu'est-ce que ça t'a permis à long terme de changer? C'est compliqué de répondre. Euh, est-ce En que fait, je vais ce peut-être que... resituer pourquoi ça a pas marché comme je l'espérais du coup. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait moi j'avais des petites difficultés au travail euh, c'est aussi pour ça que j'avais choisi de faire le diagnostic et donc j'ai eu mon pré-diagnostic
Et à l'époque, le climat était vraiment très incertain au travail. Et moi, j'ai besoin que les choses soient clairement définies. Et là, ce n'était plus du tout le cas. On avait un nouveau directeur qui changeait tout. Tout le monde était un peu perdu dans l'entreprise. Et moi, c'était devenu extrêmement anxiogène. Et donc, j'ai repris le travail avec une lettre de la psychologue qui m'avait fait ce pré-diagnostic, qui expliquait ce qu'il fallait mettre en place pour m'aider. Des choses très simples, privilégier les échanges par email, définir un point focal pour fluidifier les échanges, c'est-à-dire que je suis support logiciel, donc ça veut dire que je suis support sur un logiciel informatique et donc potentiellement tous les utilisateurs pouvaient me solliciter. Et donc pour limiter un peu ces échanges-là, on avait dit il faudrait mettre des points focaux, comme ça les utilisateurs vont vers leurs points focaux dans leurs différents secteurs. Et moi, au lieu d'avoir 50 personnes qui me sollicitent par jour, j'en ai plus que 3 ou 4 et qui me remontent beaucoup plus de problèmes et centralisés sur. Et ça aurait permis aussi que moi, je forme des gens petit à petit pour les faire monter en compétences sur l'analyse, etc. Pourquoi on a le problème et tout. Et donc voilà, c'était des choses vraiment très simples et un bureau au calme aussi. Et ça, en fait, 6 mois après, j'avais toujours rien eu. Voilà. Enfin, j'entendais des bruits de couloir. On me disait oui, mais ça se fait pas comme ça, c'est compliqué, machin. Bon, moi, je comprenais pas parce que pour moi, c'était très simple. Et comme 6 mois plus tard, il se passait rien, l'infirmière du travail m'a dit, bah, si tu demandes pas une reconnaissance de travailleur handicapé, tu seras jamais pris au sérieux. Et moi, je voulais pas en arriver là parce que j'avais pas envie de tomber dans toutes ces procédures et ces démarches administratives, mais j'ai été forcé de le faire finalement parce que ça ne bougeait pas au niveau du travail. Euh, et donc j'ai fait la demande de travail handicapé qui m'a été attribuée. Et donc là maintenant ça a débloqué des choses dans l'entreprise puisqu'on a pu faire intervenir une psychologue spécialisée en troubles du spectre de l'autisme qui a fait un collectif de sensibilisation. Donc on a rassemblé tous mes collègues, on était une quarantaine en salle, j'étais présent. Et donc la psychologue a expliqué le syndrome d'Asperger, mes particularités qui étaient les miennes, parce que tous les Asperger sont différents, et les petites choses à mettre en place, qui étaient finalement les mêmes qui étaient déjà demandées 6 mois auparavant. Euh, et donc là, à la suite de ça, donc bah ça a surréagi côté de l'entreprise. Je cherche mes mots. Moi, j'étais partie sur un mot moins poli. Dans ma tête, ça me dit c'est là que ça a merdé, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais clairement, c'est là que ça a merdé. Parce que j'avais à l'époque, j'avais un apprenti, un intérimaire sous ma responsabilité, et j'étais assez sollicité au niveau du terrain, etc. Et à la suite de cette présentation, du jour au lendemain, mon téléphone ne sonnait plus, j'avais quasiment plus d'emails qui tombaient, et plus personne franchissait ma porte pour me dire, bah, j'ai un problème. Et donc, je commençais à mal le vivre. Euh, et j'en ai parlé avec quelques collègues et qui m'ont dit ah bah non mais il y a eu des consignes de passer en gros Mathieu faut le laisser tranquille il a beaucoup de travail etc. Sauf que quand tout le monde dit ça au bout d'un moment bah je finis par plus avoir de travail quoi vraiment et donc là ça a été compliqué à gérer parce que je comprenais pas et ça s'est fait sur plusieurs mois en fait donc il y a un climat vraiment lourd qui s'est installé et là c'est là que ça a vraiment merdé donc c'était quoi la question? Mais finalement, ouais, quel impact ça a eu finalement ce diagnostic? À court terme, là, tu vois, dans les 6 mois, clairement, ça a rien apporté d'extraordinaire. Non. Ça a été Ouais. même pire, quoi. Ça a été pire. En fait, enfin moi dans mon cas, malheureusement, mais ça je suis pas un cas isolé, c'est pas lié à Mm. ma société dans laquelle je travaille, c'est vraiment la société au sens large qui veut ça, c'est la méconnaissance, on vit dans une société qui est très procédurière aussi, surtout en France, je pense. Donc je pense que quelque part mon entreprise a peut-être eu peur aussi que si du coup ils ne prennent pas des mesures, moi je puisse dire attention, enfin me retourner contre eux en disant mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, etc. Donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Peut-être que l'entreprise a voulu penser à sa couverture juridique avant de penser à ce qu'il me fallait vraiment en termes d'équilibre et de bien-être au travail. Et donc j'ai été couvé, materné, surprotégé et j'ai fait mon mon bore-out, pardon, avec mon arrêt qui a duré 10 mois, avec une grosse dépression que j'ai vraiment très mal vécue. J'ai repris mon activité au bout de 10 mois en temps partiel thérapeutique. Euh, donc, bah, clairement, la volonté de la médecine du travail, c'était presque de dire à ma chef qu'il fallait qu'elle soit à côté de moi toute la journée, presque à me tenir la main quoi, sur le clavier et de la souris, à surveiller toutes mes tâches.
alors que moi j'ai besoin d'autonomie. Ils n'ont pas compris. En fait, on veut décider à ma place, j'ai l'impression, et ça c'est très frustrant parce que j'ai besoin de contrôle et j'ai besoin d'autonomie sur ce que je fais. Et si je sais pas comment traiter un sujet ou quoi, moi, je vais lever la main et je vais demander de l'aide à ma chef ou quoi. Je suis quelqu'un qui est capable de trouver de l'aide quand il le faut. Ça. D'aller chercher l'info, c'est pas un truc qui te gêne. Par C'est contre, ça. Ah bah clairement. c'est un peu qu'on te contraigne physiquement et mentalement aussi, parce que ça peut t'empêcher de penser que d'être toujours derrière toi. Enfin, finalement, là, ça va bugger, quoi. Bah alors ma chef, elle l'a pas fait parce que déjà elle a pas le temps de le faire de toute façon, mais il faut savoir qu'il y avait une volonté qui était un peu celle-ci quand même. Euh, et donc j'ai fait du temps partiel thérapeutique de octobre à janvier et février-mars j'ai voulu reprendre à 100% pour voir si moi j'en étais capable et comment Mhm. ça a évolué sur le plan professionnel. Et en fait, alors oui j'en suis capable. Par contre sur le plan professionnel, il y a toujours, enfin, j'ai toujours ce sentiment d'être dans une case et de ne plus pouvoir en sortir. Euh, C'est-à-dire que j'étais à temps plein, mais je voyais pas forcément d'activité arriver. Et alors, on me dit oui, c'est la crise sanitaire. Enfin, je veux bien, sauf que j'ai vécu la même chose avant la crise sanitaire et c'était pas la crise sanitaire, hein, c'était bien qu'il y avait quelque chose d'autre. Donc là, en tous les cas, C'est- ça n'a pas changé et ça ne s'est pas arrangé. Et donc, les 2 mois où j'ai été à 100%, ça a été très compliqué pour moi parce que je m'effondrais dans mon bureau. Il se passait pas une semaine où je ne pleurais pas dans mon bureau, quoi, parce que je n'avais plus aucun sens à venir au travail. Je ne comprenais pas ce que Mhm. je venais y faire. C'est pour ça que ça m'épuisait en fait. J'étais beaucoup plus épuisé à passer mes journées à rien faire au bureau. Enfin, quand je dis rien faire, certains diraient que j'en faisais déjà plus que d'autres. Mais pour moi, j'avais le Oui, mais sentiment de pour rien. toi, c'est ça, c'est que tu Voilà, as ton quota, en fait. Et c'est c'est pas ça. forcément celui du voisin, mais ton quota n'était pas rempli. Je suis vraiment hyper actif. J'ai besoin de stimulation, j'ai besoin de nouveau, j'ai besoin de vraiment d'être stimulé. Et quand il n'y a plus tout ça, et ben il reste pas grand-chose pour moi. Et donc je m'ennuyais terriblement. Et c'est pour ça que j'ai choisi de repasser définitivement en temps partiel. Ça a été compliqué à prendre comme décision parce que c'est un constat d'échec en fait. Et c'est vrai que j'aime pas l'échec. Mais là, j'ai pas de pouvoir là-dessus, j'ai pas de pouvoir sur ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, sur la vitesse à laquelle l'entreprise avance. Je n'ai pas de levier là-dessus. Donc, je suis passé à 70% d'activité, ce qui me permet du coup, et c'est ce que j'ai dit à ma responsable, parce que je discute beaucoup avec ma responsable qui est très compréhensive aussi et qui est quand même assez à l'écoute par rapport à ma situation. Je lui ai dit, mais de toute façon, ce que vous avez pas compris, donc c'est pas elle, hein, mais c'est l'entreprise, Non, c'est c'est que le... toute énergie que je ne mettrai pas dans cette entreprise-là, je vais la mettre ailleurs, forcément. Et donc c'est le cas puisque donc j'ai le livre, j'ai la promotion du livre, j'ai des lives, je fais beaucoup de choses. J'ai aussi une entreprise pour la fabrication de mes instruments de musique, et donc j'ai énormément d'occupations. Puis beaucoup de passion, la photographie, enfin donc je m'ennuie vraiment pas et du coup toute cette énergie que je ne dépense plus dans l'entreprise, je la remets ailleurs dans ma vie personnelle et c'est pas plus mal. Alors après c'est pas simple tous les jours non plus parce qu'il y a des jours quand je vais au travail c'est vrai que j'ai toujours la boule voilà ça reste en travers de la gorge comme on dit euh, de se dire mais mince qu'est-ce que enfin, j'ai pu offrir tellement de choses avant dans cette entreprise et c'est tellement triste de voir aujourd'hui que il y a plus cette volonté de me mettre à contribution ça me fait mal au cœur mais après c'est comme ça il faut que donc c'est devenu un travail alimentaire donc Hmm. Et du donc métier passion, euh, ouais il a été rétrogradé. c'est Il y a ça ce truc de c'est OK, tu le fais parce que déjà tu veux travailler aussi et il y a cette nécessité de sécurité financière derrière. c'est ça oui Donc voilà, après tu pourrais te lancer dans la recherche d'une activité qui serait plus adaptée pour toi, mais avec toute cette part d'incertitude et à nouveau c'est ça. d'adaptation qui se ferait ou peut-être pas. Euh, Mm. donc, tu as répondu en même temps à la question qui a été posée sur quelles sont les tâches qui te stimulent aujourd'hui. Finalement, ça va être beaucoup de choses manuelles, beaucoup de choses créatives ou qui vont demander à faire des recherches et C'est qui vont ça. te nourrir d'apprentissage. Est-ce que tu as remarqué des métiers qui conviendraient le plus aux Asperger finalement? Il y en a qui viennent comme ça, des choses Il y en hors. a qui viennent, mais après, j'aime pas faire parce qu'on prend tout, enfin, après, on généralise beaucoup, donc, mais c'est vrai que il semble que
les personnes avec le syndrome d'Asperger ont certaines aptitudes pour comprendre l'informatique plus facilement. Ou les chiffres aussi, il y en a beaucoup qui font qui sont comptables ou qui travaillent dans tout ce qui est chiffres, analyse de données, etc. Parce que c'est des choses qui sont stimulantes et intéressantes. Moi, pour mon cas, j'aime vraiment tout ce qui est informatique. Je fais de la programmation aussi et j'en fais moins qu'avant parce que c'est comme une drogue et j'en parle dans mon livre. C'est-à-dire que c'est la seule activité où j'arrive pas à me limiter, c'est la Mm. programmation. Et ça, c'est devenu un danger pour moi. Alors ça, attention, ça c'est pareil. Quand je tiens des propos comme ça en entreprise, ah bah faut plus qu'il en fasse du tout. Non, c'est pas ça. C'est pas Non, à vous c'est de pas. fixer les limites. Mm. C'est à moi de fixer les limites. Et c'est à moi de travailler sur moi. Donc ça veut pas dire que je ne suis plus capable d'en faire et que je ne veux plus en faire. Ça veut dire qu'il faut que je fasse différemment. Et c'est pour ça que quand j'ai eu un apprenti et un intérimaire sous ma responsabilité, bah ça a été une bouffée d'oxygène parce que tout ce qui allait être, enfin tout ce que je chantais que j'allais partir dans des grosses investigations à n'en plus finir, je leur sous-traitais. Je leur disais, tiens, est-ce que tu peux faire ça? Et hop, eux, ils le faisaient comme ils le sentaient. J'avais pas d'exigence. Et ça, c'est une crainte aussi qu'ils ont eu dans l'entreprise. C'est que quand j'ai eu ces deux personnes-là sous ma responsabilité, ils ont eu peur que je sois hyper exigeant avec ces personnes, car je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant avec moi-même. Alors qu'en fait, avec les autres, je m'en fous. Je suis beaucoup plus exigeant avec moi qu'avec les autres. Avec les autres, je comprends que chacun fait comme il peut, chacun fait comme il pense bien faire, etc. Et je suis pas du tout exigeant. Je suis Ouais, pas, il y a cette peur que tu réussisses pas à adapter ton niveau d'exigence à l'autre. c'est ça. Finalement, parce que voyant que tu es très, très, très exigeant envers toi-même, on se dit, mais il va avoir le même niveau d'exigence envers l'autre. Ça peut être. Enfin, après, de toute façon, les peurs appartiennent à chacun. Et quand tu dis que finalement, ton diagnostic dans l'entreprise n'a pas été très utile pour que tu puisses être mieux, avoir une meilleure qualité de vie au travail, bah, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de peur de l'inconnu de la part des autres, de est-ce que je vais me planter? Si je sais pas, au moins je vais pas me tromper. Euh, il y a ce truc, hein, parce que souvent la peur, c'est ça, hein, c'est tu recules des cas de fer, tu fais rien. Oh, c'est bon, je reste là où je suis, je sais où je suis et je sais ce que ça m'apporte. Si je fais plus, je vais m'apporter des ennuis. Il y a ce truc, mais on le ressent.